Bonjour. Après avoir étudié le phénomène d'induction de Neumann, nous allons dans cette leçon étudier le phénomène d'induction de Lorentz. On verra dans ce chapitre que l'on ne va pas vraiment apprendre grand-chose. Tout a déjà été posé. Et notamment, nous avons déjà posé la loi qui va être à la base de ce phénomène, qui va être la loi de Faraday. Ce chapitre va surtout montrer qu'il y a dans ces phénomènes-là ce que on va appeler un couplage électromécanique. Posons donc le cadre de ce problème. On appelle induction de Lorentz la situation où un conducteur métallique est en mouvement dans un champ magnétique qui est permanent dans le temps. On constatera alors que le conducteur est le siège d'un phénomène d'induction de Lorentz et nous allons le résumer par le schéma qui se trouve ici. Disons que la cause du mouvement, c'est le mouvement du conducteur. Par induction, il se créera des courants induits. Or, depuis les chapitres précédents, on sait que un courant qui circule dans un conducteur soumis à un champ magnétique est le siège d'actions mécaniques de Laplace. Et ces actions mécaniques de Laplace vont agir sur le conducteur. La première flèche, c'est un problème d'électricité. Ce sera ce qu'on appellera la loi électrique. La flèche qui est en dessous, ce sera une loi mécanique. Et donc, vous voyez bien que ce problème général inclut une équation électrique, une équation mécanique, qui seront couplées. C'est ce qu'on appelle le couplage électromécanique. Commençons. Comme précédemment, nous allons dire que lorsqu'il y a un phénomène d'induction, on va construire un contour. Ce contour, on va l'orienter. Ce contour est soumis à un champ magnétique. La seule différence avec le cas précédent, c'est que ce champ magnétique est constant dans le temps. Il peut par contre ne pas être uniforme. Mais on va voir que dans bien des exercices que nous traiterons, ce champ magnétique sera uniforme, pour simplifier. On va donc affirmer que le mouvement de ce cadre va engendrer un flux variable et être à l'origine de la création d'une loi, d'une FEM d'induction par la loi de Faraday. Il existe bien d'autres méthodes en fait pour calculer la loi, la FEM d'induction, mais nous allons nous baser dans le cadre du programme. Comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas apprendre grand-chose de plus dans cette leçon, nous allons essentiellement l'appliquer à des exemples emblématiques. Retenez cette méthode qui va être celle à suivre pour tous les exercices se basant sur l'induction de Lorentz. Il faudra, dès que vous avez ce problème-là, ce type de problème-là, analyser le problème et l'orienter proprement. Donc, il va falloir orienter votre cadre, orienter vos flèches de vecteurs et ainsi de suite. Première étape, vous devrez dire, je vais commencer par étudier électriquement le circuit en construisant la FEM de Lorentz et obtenir ce qu'on appelle l'équation électrique. Deuxième étape, étudier mécaniquement le mouvement du conducteur. Constatez, et vous verrez très vite, que ces équations sont couplées. Et puis, éventuellement ensuite, faire un bilan de puissance de la conversion électromécanique. Je vous propose de commencer directement par deux exercices emblématiques de cela. Premier exercice, la question du rail de Laplace. C'est quelque chose que nous avions déjà étudié et je dois avouer que la première présentation que j'avais faite était incomplète. Nous allons la compléter à présent. Alors, vous voyez ce que c'est qu'un rail de Laplace. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est quelque chose qui ressemble à cela. On a deux rails métalliques avec une barre, donc les deux rails sont fixes, avec une barre qui est mobile. Entre les deux rails, il y a un générateur de tension et l'ensemble est soumis à un champ magnétique. Et sous l'effet du champ magnétique, la barre peut se déplacer.
considère donc deux rails horizontaux, c'est le schéma de la figure 2, soumis à un champ magnétique uniforme et bien sûr au champ de pesanteur. L'ensemble de ce schéma est horizontal, c'est-à-dire que la barre va se déplacer orthogonalement à la verticale du lieu. On va supposer que la barre est en contact sans frottement sur les rails, de telle sorte que la seule force d'origine, la seule force qui sera horizontale, ce sera la force de la place. Supposons que la barre soit en mouvement pour une quelconque raison que ce soit parce que on l'a lancée ou que ce soit parce que on a eu une perturbation extérieure. On va dire que dans ce cas-là, eh bien, le flux magnétique, eh bien, ça va être le produit, très simplement, eh bien, du champ B par la surface ici, délimitée par le circuit électrique. Donc cette surface, c'est le produit de la hauteur h par la position de la barre, et je vous propose de mettre l'origine de la barre ici, et donc de dire que la longueur qui est entre ici et ici, eh bien, c'est la longueur petite x. Dans ce cas-là, on pourra dire que le flux extérieur vaut BHX. Dans ce cas-là, il y a une force électromotrice extérieure qui vaut moins d de phi sur dt égale moins BHX point. X point, c'est bien sûr la vitesse de cette barre, donc on obtient moins BHV. Alors vous remarquez tout de suite une chose, c'est que le champ magnétique, cette fois-ci, contrairement à l'induction de Lorentz, le champ magnétique ne varie pas dans le temps. Et pourtant, il y a une variation du flux. Donc vous voyez que ce phénomène est lié à la déformation du circuit. Le mouvement de la barre va augmenter la surface de flux, et c'est ça qui va être à l'origine du phénomène d'induction. Si l'on écrit une loi électrique, en supposant qu'il n'y a pour l'instant que la FEM extérieure, il y a un courant, et on va dire simplement que E égale RI. Donc on obtient une équation qu'on appelle généralement l'équation électrique de ce problème d'induction de Lorentz. Remarque, comme nous l'avons dit précédemment, ce modèle néglige le phénomène d'auto-induction, puisque le courant induit va générer un champ magnétique induit, et nous avions affirmé précédemment que le flux propre vaut par définition Li, où L est ce qu'on appelle le coefficient d'auto-induction, qui est un coefficient géométrique. Alors, il faut, sans rentrer dans des choses trop compliquées, remarquer que le coefficient L étant un coefficient géométrique, il dépendra de la position de la barre. Et donc, cette fois-ci, au lieu de dire que la FEM propre vaut moins L d2i sur dt, lorsqu'on va dériver le flux propre, on va obtenir deux termes, moins dl sur dt fois i et moins L d2i sur dt. Le premier terme correspond à ce qu'on aurait obtenu si le courant était constant et s'il n'y avait pas de déformation, s'il y avait uniquement la déformation du circuit. En fait, c'est un cas de Lorentz pur. Le second terme apparaît lorsqu'il y a une variation du courant par suite d'une variation du champ magnétique extérieur, bien que le circuit soit indéformable. C'était le cas précédent, c'était le cas de Neumann. On comprend bien par exemple que si la barre avait été bloquée, la surface serait constante, et la seule origine du phénomène d'induction aurait été la variation temporelle du courant induit. Si l'on résume cela, on dira qu'il y a bien sûr deux FEM, une FEM propre et une FEM extérieure, et que globalement, la loi des mailles s'écrit E égale RI, où E est la FEM totale. Je vous propose quelque chose, c'est que sauf mention contraire, dans la suite,
je vais négliger le phénomène d'auto-induction. Et donc, je vais me concentrer fortement sur la FEM extérieure. Alors, maintenant que j'ai traité, première étape, l'équation électrique, deuxième étape, je vais traiter la question de l'équation mécanique. Alors, nous l'avions un peu déjà fait, donc je vais un peu revenir dessus. Je vais considérer en fait ce schéma-là, figure 5, en disant que la barre eh bien, est traversée par un courant induit. Elle est soumise à un champ magnétique extérieur, et donc on peut écrire très naturellement le produit idéal produit vectoriel B, qui est la force élémentaire de Laplace, et dire que la résultante de force de Laplace vaut, alors il y a une coquille à corriger, la force de Laplace vaut intégrale entre les limites de la barre de idéal produit vectoriel B. Bon, très naturellement, cela fait une force. Il suffit d'utiliser la règle de la main droite avec le pouce pour dl B donné par l'index et idéal produit vectoriel B qui est donné par le majeur, qui est une force portée par Ux. Si on applique la loi de la quantité de mouvement au solide que représente la barre qui est en translation, on dira que la vitesse dont on parle, c'est la vitesse de son centre de masse, et on aura une masse fois une accélération qui vaut, alors IBH, quand je fais ça, je ne considère que ce qui se passe sur l'axe UX. Bien évidemment, si j'avais projeté la loi de la quantité de mouvement sur l'axe UZ, j'aurais eu une compensation entre le poids de la barre et la réaction du support. Le support étant ici les deux rails. Vérifions à présent que la loi de Lenz, qui permet d'expliquer simplement ces phénomènes d'induction, est valable. Je dirais simplement que pour l'illustrer, on va tester l'exemple précédent sur un cas très simple. Je ne tiens pas compte, comme je l'ai dit, dans toute la suite, sauf mention contraire, eh bien, du flux propre et donc du coefficient d'auto-induction. Je vais donc considérer que les deux équations que je dois traiter sont une, l'équation mécanique qui est là, deux, l'équation électrique qui est là. Donc vous voyez, RI égale moins BHV. Et je vais considérer un cas très simple qui est celui-ci. Je lance la barre depuis une position quelconque avec une vitesse horizontale, par exemple vers la droite. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la barre va d'abord commencer à aller sur la droite. Si elle va sur la droite, le flux magnétique va augmenter. Si le flux magnétique augmente, la FEM, qui est en moins d de phi sur dt, devient négative. Et comme E devient négatif, eh bien I est positif. C'est exactement cette loi-là. Dans ce cas-là, comme I est négatif, eh bien la force de Laplace que l'on a calculée est portée par moins Ux, et donc ça veut dire que les forces de Laplace qui apparaissent sur la barre ont tendance à ramener la barre vers la gauche. Autrement dit, on constate que l'effet, la force de Laplace, s'oppose à la cause qui lui a donné naissance, qui était la perturbation initiale. Alors, vous voyez que ça forme une espèce de système bouclé qui est celui-ci. La barre a été lancée, l'induction se fait, les courants induits créent des actions de Laplace qui s'opposent au mouvement initial. Je vous propose que vous vérifiez que cela fonctionne aussi si l'on lance la barre initialement vers la gauche. À vous de vérifier. Vous remarquez que la force de Laplace que j'ai créée, eh bien, elle s'oppose au mouvement de la barre. Alors ce phénomène porte un nom très important en physique qui s'appelle le principe du freinage par induction. C'est-à-dire que lorsque vous avez une partie métallique qui se déplace dans un champ magnétique, par les courants de Foucault et les courants induits que ça génère, eh bien, ça va ralentir le mouvement de cette pièce mécanique. Il existe pas mal de systèmes, par exemple des véhicules comme les camions, qui utilisent comme type de freinage des freinages par induction,
en complément des freinages classiques par plaquettes qui ont tendance à user les pièces. Puissance. Autre étape très importante qui est souvent une question classique, qui est de dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la puissance. Alors, on va faire un truc très simple, c'est que pour faire simple, on sait que la puissance, on peut la construire comme le produit d'une force par une vitesse ou par le produit d'une tension par une intensité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier l'équation du mécanique par la vitesse. Et donc on dit mdv sur dt fois v, ce qui donne en fait la dérivée de l'énergie cinétique de la barre en mouvement, eh bien vaut IBHV. Et IBHV concrètement représente la puissance développée par la force de Laplace dans le mouvement de la barre. La puissance des forces de Laplace est responsable finalement de la variation de l'énergie cinétique de la barre. Nous avons établi il y a quelques instants que cette puissance a de bonnes chances en fait, d'être négative, de correspondre à un freinage et de provoquer une chute de l'énergie cinétique de la barre. De la même manière, la multiplication de l'équation électrique par l'intensité, donc c'est celle-ci, donc E égale RI égale moins BHV, eh bien, nous donne RI carré, qui est la puissance dissipée par effet Joule à l'instant T, égale moins IBHV, et moins IBHV, ça n'est rien d'autre que le produit de la FEM de Lorentz, parce qu'on est dans un problème de Lorentz pur dans ce cas-là, fois petit i. On constate une chose, c'est que le terme IBHV, il apparaît deux fois. Il apparaît à la fois en mécanique et il apparaît aussi en électricité. D'un côté, à un signe près, il représente la puissance des forces de Laplace. De l'autre côté, il correspond à la puissance générée par la FEM de Lorentz. Eh bien, on va constater qu'on pourrait réécrire ce résultat-là sous la forme puissance des forces de Laplace plus puissance générée par la FEM de Lorentz est égale à 0. Autrement dit, en valeur absolue, la puissance de la FEM de Lorentz vaut la puissance de la force de Laplace. Alors on va même généraliser ça, parce que c'est un résultat qui est en réalité absolument général. On va dire que lorsque l'on a ces problèmes-là, il y a ce qu'on appelle une conversion électromécanique, c'est-à-dire que l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique, et aussi l'inverse d'ailleurs un peu. On peut faire dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle un transducteur, c'est un dispositif qui fonctionne dans les deux sens. Je peux transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est par exemple le principe des moteurs électriques, et je peux transformer aussi un mouvement mécanique en phénomène électrique, c'est par exemple le freinage par induction. Eh bien, je dis simplement que dans ce cas-là, si je suppose que cette relation est assez générale, elle se traduit en mots très simples par le fait que le taux de conversion électromécanique est de 100%. Alors c'est fameux, hein, c'est quand même assez fameux, c'est assez d'ailleurs rare ce genre de situation-là. C'est tellement rare qu'en réalité, c'est ce qui explique toute la hype qu'il y a autour des moteurs électriques. Un moteur thermique, moteur diesel, un moteur à essence, ça a généralement un rendement de 30%. Ça veut dire que 30% de l'énergie que l'on donne au moteur, par exemple de sa Porsche ou de sa Mercedes, en diesel ou en essence, eh bien 30% de l'énergie va servir effectivement à nous déplacer. Ça veut dire que 70% va servir à chauffer l'atmosphère. A l'inverse, eh bien, les moteurs électriques ont souvent des rendements qui sont supérieurs à 80%. Alors ils sont supérieurs à 80% et ils ne sont non pas de 100%, parce qu'il y a tout un tas de choses dont on n'a pas tenu compte, les pertes par frottement mécanique entre les pièces, les pertes par courant de Foucault, par hystérésis, enfin tout un tas de choses qu'on ne prend pas en compte, mais ça reste quand même très supérieur au rendement de 30%. Alors, on a fait un premier exercice, je vous propose qu'on en fasse un deuxième. Vous pouvez essayer de le faire seul ou de suivre la suite de cette vidéo. On considère un cadre métallique de surface A fois B, et ce cadre métallique va tourner autour de l'axe OZ. Alors là, je vous ai mis une vue en face.
vous avez aussi une vue ici de côté. Donc vous imaginez que c'est comme pour un pendule, eh bien, le cadre va tourner de gauche à droite ici autour de l'axe Z. Alors, encore une fois, la chose qui est fondamentale dans tous ces exercices-là, c'est l'orientation, l'orientation et l'orientation. Je précise tout de suite que j'oriente tout proprement, c'est-à-dire que je choisis comme normal au cadre eh bien, le vecteur Uθ, des coordonnées cylindriques. Dès lors que je choisis cette chose-là comme étant la normale au cadre, je vous propose, pour que ça soit très simple, à l'aide de la main droite, d'orienter naturellement le cadre dans le sens qui est celui-ci, qui est bien celui en accord avec la règle de la main droite. Dans ce cas-là, bien sûr, on a UR qui est vers le bas, UZ, Uθ, comme en fait sur ce schéma qui est ici. Ce cadre, je propose de dire que j'en connais ses dimensions, j'en connais sa masse, j'en connais son moment d'inertie par rapport à l'axe Z, je l'admets, hein, c'est quelque chose qui n'est pas exigible, on l'admet, et je connais aussi sa résistance électrique, puisque c'est un petit fil électrique dont je peux calculer la résistance. Je peux aussi donner d'ailleurs éventuellement son coefficient d'auto-induction, mais pour simplifier l'exercice, je vous propose de considérer qu'il est négligeable. Ce cadre est soumis à l'effet de la pesanteur, vers le bas ici, et d'un champ magnétique que je vous propose de prendre vers le haut, donc B égale moins B ux, avec B un nombre positif. Ce champ magnétique est uniforme et permanent. Si je vous avais présenté cet exercice à l'oral, la première phrase que vous auriez dû prononcer est celle-ci. On étudie le mouvement d'un conducteur métallique dans un champ magnétique permanent dans le temps. Nous sommes donc dans le cadre de ce qu'on appelle souvent l'induction de Lorentz, et on voit donc qu'il va apparaître au sein de ce cadre une FEM d'induction qui va créer un courant induit. Ce courant induit va générer des actions de Laplace et nous allons vérifier que ces actions de Laplace vont s'opposer à tout mouvement initial. Essayons de le démontrer. Première question, on vous demande en fait d'établir l'équation électrique pour ce circuit. Alors, ça ne change pas beaucoup. En fait, ce cadre métallique soumis à un champ magnétique, on pourra tout à fait naturellement considérer qu'il présente un circuit électrique qui est semblable à celui de la figure 3, voire de la figure 4 si on avait pris en compte la FEM d'auto-induction. On va simplement dire que dans ce cas-là, il faut établir cette équation-là. Alors, cette équation-là, pardonnez-moi, c'est bien sûr la loi des mailles. Alors on va simplement dire que pour ce schéma électrique-là, on va calculer d'abord le flux magnétique. Alors je vous laisse regarder les détails du calcul. Vous calculez le flux magnétique. À partir de ce flux magnétique, vous obtenez la FEM d'induction en disant par la loi de Faraday que c'est moins dφ sur dt. Et comme on a négligé l'auto-induction, on dit simplement que E égale RI, puisqu'il n'y a pas de terme d'auto-induction. Et ça vaut la dérivée ici du flux, au signe près. Alors je le mets en bleu, vous verrez juste après pourquoi. Le cadre a un mouvement... pardonnez-moi. Deuxième question, on va essayer d'étudier maintenant la loi mécanique. Alors la loi mécanique, ça va être plutôt une loi de rotation. Et pour la loi de rotation, comme c'est un solide en rotation, il vaut mieux traiter les choses en termes de moment. Alors, bien évidemment, on va appliquer la loi du moment cinétique. Et pour cela, il faut d'abord commencer par dire les phrases habituelles, c'est-à-dire on étudie un solide dont on connaît le moment d'inertie, en rotation autour d'un axe fixe, dans le référentiel du sol supposé galiléen. Il y a trois actions mécaniques qu'il va falloir prendre en compte, l'action du poids, l'action des forces de Laplace, et en dernier lieu, l'action de la liaison, mais on va, par principe, supposer que la liaison est pivot parfaite, si bien que le moment des actions de liaison, donc de la réaction de la liaison sur le cadre, est nul. Pour les actions de Laplace, on a plein de méthodes, mais la méthode ici la plus simple, c'est de dire que ce cadre, finalement, traversé par un courant à cause de l'induction, je peux lui en donner ce qu'on appelle son moment magnétique. Et on sait que le moment magnétique d'un circuit filiforme, c'est le produit du courant, petit i, par le vecteur surface.
Ce vecteur surface, c'est le produit petit a fois petit b fois le vecteur orthogonal à ce cadre bien orienté. Et donc c'est uθ. Donc on obtient un moment magnétique qui vaut I fois la surface AB fois uθ. Et ce moment magnétique, ce cadre est soumis, petite faute, soumis à un couple de forces de Laplace qui vaut mu produit vectoriel B. En fait, ce terme-là, ça n'est rien d'autre que la résultante des actions de Laplace. C'est la résultante, pardonnez-moi, des moments des forces de Laplace. Donc ça fait mu produit vectoriel B, c'est ce qu'on avait vu dans le cours, et donc ça donne très naturellement ça, vous vérifierez que je n'ai pas fait de faute. Pour le poids, on l'a déjà fait plein de fois, la phrase à sortir systématiquement, c'est de dire que si le cadre a une répartition de masse qui est uniforme, eh bien, globalement, tout se passe comme si le poids s'appliquait au centre de masse. Et donc, dans ce cas-là, on va simplement dire que le poids total s'applique au centre de masse, et on vérifiera que tout ça est assez bien. Alors, pour l'anecdote, vous voyez bien que moins 1 demi, enfin, pardon, 1 demi de A sinus θ, en fait, 1 demi de A sinus θ, c'est le bras de levier du poids, et vous voyez bien que dans cette configuration-là, le poids a tendance à faire tourner dans le sens négatif. J'écris donc la loi du moment cinétique, et j'obtiens l'équation très naturellement qui est ici. Alors vous voyez que j'ai écrit deux termes en bleu. Alors c'est assez intéressant parce que les deux termes en bleu, c'est ce qu'on appelle les termes de couplage. C'est le terme. Alors pourquoi on parle de terme de couplage? Je peux d'ailleurs revenir dans cela. C'est que vous voyez par exemple que ce terme-là, c'est un terme électrique pur. A l'inverse, ce terme-là, c'est un terme qui finalement fait intervenir de la mécanique, θ point, θ, à l'intérieur d'une équation électrique. Pareil ici, ce terme-là est un terme mécanique pur. Il ne fait pas intervenir de termes électriques. Et le terme des actions associées aux actions de Laplace, par le truchement du petit i ici, incorpore un terme d'origine électrique à l'intérieur d'une équation purement mécanique. Donc au lieu de pouvoir faire séparément de la mécanique et de l'électricité, on est obligé de faire les deux en même temps. Maintenant on a établi ces équations, vérifions que la loi de Lenz est parfaitement vérifiée. Alors pour cela, je vais faire un cas très simple, je vais dire, supposons que je prenne ce cadre-là, qui au départ est en θ égale à 0, et que je le lance par exemple vers la droite. Eh bien, dans ce cas-là, au départ, le poids a un effet quasiment nul, puisque son bras de levier est quasiment nul. Alors on va imaginer que c'est assez vrai dans les débuts du mouvement. Donc on va essayer de se concentrer sur tout ce qui ne... Enfin, on va essayer de négliger dans la suite le poids, pour se concentrer sur l'effet de la force de Laplace. Enfin, du moment des forces de Laplace, pardonnez-moi. On va dire que si on lance le cadre, eh bien, au départ, il va monter. Donc il part de θ égale à 0, donc il va commencer par monter. En commençant à monter, eh bien, on constate ici que comme θ point va être un nombre qui est positif au départ, et que θ est un nombre aussi positif, eh bien, ça nous donne un courant qui est négatif. Comme ce courant est négatif, on constate alors que ça veut dire que le couple qui est ici est porté par moins uz. Si le couple est porté par moins uz, ça veut donc dire, en bon français, que les actions de Laplace ont tendance à s'opposer à la montée du cadre. Résumons les choses. Nous avions une cause qui était la perturbation initiale, qui était le fait que θ.0 était positif. Ça, c'est la cause. On a étudié les phénomènes et on se rend compte qu'à la fin, les effets qui apparaissent sont des actions de Laplace qui s'opposent bien à cette cause initiale. Enfin, si l'on veut traiter les choses d'un point de vue mécanique, eh bien, on va dire que si l'on prend la première équation, l'équation électrique, on peut la multiplier par l'intensité. Et on dit donc que la puissance développée par la FEM de Laplace vaut la puissance à l'instant t dissipée par effet Joule. Si on multiplie l'équation mécanique par θ point, on obtient jθ2 point θ point. On constate d'ailleurs que c'est la dérivée de 1 demi de jθ point carré, et comme on connaît bien son cours, on sait que ça s'appelle l'énergie cinétique de rotation d'un solide autour d'un axe fixe.
Et donc ça vaut la dérivée au cours du temps de l'énergie cinétique. Et si on multiplie tout ça par θ point, eh bien, le premier terme, alors on peut y raisonner, c'est le produit d'un moment de force, d'un couple par une vitesse de rotation. En fait, c'est à la dimension d'une puissance. En fait, c'est la puissance développée par le moment des forces de Laplace. Le deuxième terme, vous pouvez aussi y réfléchir, c'est la puissance développée par le poids. Alors encore une fois, c'est parfaitement homogène, c'est le produit du moment du poids par la vitesse de rotation de ce solide. Et si vous analysez un peu ce terme-là, qui est ici, qui est donc la puissance des forces de Laplace, et ce terme-là, qui est la puissance développée par la FEM de Lorentz, vous constatez bien qu'on retrouve la conversion de 100% entre la puissance développée par les actions de Laplace et la puissance développée par la FEM de Lorentz. Voilà, j'ai fini cet exercice-là. Je pourrais continuer, on va dire, sur divers aspects. Je répète donc la méthode que j'ai développée sur les deux exercices. Dans les deux cas, j'ai toujours appliqué la même méthode, c'est-à-dire que j'ai voulu, dès le départ, orienter proprement le circuit. À l'oral, on vous reprochera fortement de faire des schémas qui ne sont pas propres et qui ne sont pas bien orientés. C'est vraiment la base. Ensuite, j'ai essayé de déterminer une équation électrique via la détermination de la FEM d'induction. Ensuite, j'ai écrit aussi une équation mécanique. Et à la fin, j'ai vérifié la cohérence avec des cas très simples pour la loi de Lenz, excusez-moi. Pour aller un peu plus loin, je vous laisse lire le fonctionnement du haut-parleur. Le haut-parleur est un exemple de dispositif qui peut utiliser un phénomène d'induction. Alors pour faire simple, il est basé sur cette idée-là, c'est qu'on va avoir une partie qui va être mobile sous l'effet d'un champ magnétique qui est ici créé par les deux aimants. Alors dans le cas d'un haut-parleur assez classique, vous avez ce qu'on appelle le pavillon et le saladier qui sont en mouvement, et leur mouvement est solidaire d'un bobinage qui va s'enrouler autour d'un noyau ferromagnétique. Et donc ce qui va se passer, c'est que ce haut-parleur peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner soit comme effectivement un haut-parleur, et dans ce cas-là, je vais l'alimenter avec un signal sinusoïdal, par exemple un signal de 1 kHz, si je veux parler avec une voix de 1 kHz, je vais lui mettre un signal sinusoïdal. Ce signal sinusoïdal va créer un champ magnétique, enfin, va créer un courant sinusoïdal, et donc ça va créer des forces de Laplace qui vont mettre en mouvement le pavillon. A l'inverse, je peux aussi fonctionner en termes de microphone, c'est-à-dire que je peux balancer une onde acoustique qui va faire se déplacer le pavillon. Le déplacement de ce conducteur métallique qu'est le bobinage dans le champ magnétique va être à l'origine d'une FEM d'induction. Et dans ce cas-là, je récupérerai un courant qui est une image de l'onde acoustique initiale. Et on peut alors à ce moment-là étudier le comportement fréquentiel de ce haut-parleur et constater qu'il existe une fonction de transfert. Je vous laisse lire en détail ce genre d'exercice. Voilà, on a compris les principales bases. Si vous devez absolument retenir une chose, c'est retenir ce schéma-là pour bien comprendre le concept de couplage électromécanique et systématiquement adopter cette méthode de travail qui va être la base de tous les exercices sur l'induction de Lorentz. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation.